l'histoire de la droite, de 1871 à aujourd'hui. Bon, je vais être très rapide parce que d'abord vous savez beaucoup de ces choses-là, et puis c'est que de l'histoire. Et bon, l'histoire c'est important, bien sûr, c'est nos racines, c'est notre, ça fait partie de nos engagements. Mais en même temps, les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'on est déjà dans d'autres problématiques qu'à l'époque. Alors tout commence, comme je vous l'ai dit, pour ce qui concerne la droite moderne, tout commence en 1871 avec la défaite de 40, avec la défaite de 40, non, n'anticipons pas, avec cette défaite de 1870, la Commune, et puis cette problématique du rétablissement de la monarchie, donc qui ne va pas pouvoir se faire, notamment parce que le comte de Chambord refuse le drapeau tricolore, etc. Et puis, vous avez assez rapidement la gauche qui prend le pouvoir. Alors là, c'est pas la gauche communiste ou extrémiste, c'est une gauche radicale socialiste, maçonnique, qui a pour but de faire changer la société, justement la société française, et d'éradiquer le catholicisme notamment. Donc cette époque des années après MacMahon, ça va être, et après Thiers, ça va être des affaires comme l'affaire des fiches, comme les inventaires, enfin ça va être toute une période où on va voir peu à peu une France qui est une France, une gauche sur le plan économique, une gauche très libérale, très économiquement de droite, comme on va dire, c'est-à-dire libre-échangiste, etc., assez dure aux pauvres, c'est une gauche dure aux pauvres, hein, cette gauche-là, et c'est souvent de droite que viennent les réformes en faveur des ouvriers, avec qu'on appelle les catholiques sociaux, avec des gens comme Albert Demain, avec Le Play, des gens comme ça, et puis une gauche radicale, franc-maçonne, libérale, c'est celle qui va aussi mener les conquêtes coloniales, justement, pour nous faire oublier la perte de l'Alsace et de la Moselle. Et à partir de 1886, on a une période qu'on peut appeler, dans un de mes livres, j'avais parlé de l'agitation nationaliste. On voit apparaître une nouvelle droite qui est sortie des problématiques monarchie et république, et qui est sortie de la problématique catholicisme ou athéisme, catholicisme ou maçonnisme. C'est une droite patriote, donc c'est le patriotisme qui va surgir. C'est une droite qui souffre de l'absence de l'Alsace et de la Moselle. C'est une droite qui veut prendre la revanche sur les Prussiens. C'est Paul Desroulettes, c'est Maurice Barrès, c'est Jules Lemaître, François Copé, Édouard Drummond. Et ces gens-là, ils vont développer un discours patriotique, un discours de reconquête. Ils veulent muscler, en quelque sorte, muscler le peuple français pour qu'il ait le courage de se battre un jour pour arracher l'Alsace et la Moselle à l'occupation allemande. C'est à cette époque qu'intervient la fameuse affaire Dreyfus, qui va être un élément de clivage droite-gauche. On ne va pas raconter l'histoire de l'affaire Dreyfus, mais disons que pour un homme de droite, l'affaire Dreyfus est ressentie comme une atteinte à l'armée, alors que pour un homme de gauche, c'est ressenti comme une injustice faite à un homme, donc à un capitaine de l'armée française d'origine juive. Mais ce qui est l'élément clivant, l'élément qui va déterminer cette crispation sur l'affaire Dreyfus, c'est qu'effectivement, à travers le cas Dreyfus, la gauche vise à désarmer la France, à critiquer l'armée, à un moment où les nationalistes, au contraire, souhaiteraient s'efforcent de muscler les forces vives du pays. 1889 est une date importante aussi parce que c'est la date de la création de l'Action française. Alors l'Action française, au départ, c'est un mouvement républicain, et jusqu'à l'arrivée de Charles Maurras, un peu plus tard, l'Action française sera un mouvement républicain. C'est une réaction de jeunes gens face à l'impuissance des ligues patriotiques, la Ligue des Patriotes et la Ligue
Desroulettes et la Ligue de la patrie française de Barrès, de François Copé, comment il s'appelle notre Copé à nous? Jean-François, oui, moi je ne fais pas pareil. Et, de François Copé et de... Non, je disais, je me confonds peut-être, non, c'est l'autre, de Cohen, pas le flou. Et de Jules Lemaitre, qui va... donc cette action française, c'est donc une réaction patriotique de jeunes gens, et simplement, elle va peu à peu, sous l'influence de Charles Maurras, devenir royaliste. Parce que Maurras est un homme qui a un grand intellectuel, et donc il va construire un discours à partir de l'analyse de la situation de la France. Et cette action française va avoir un rôle important jusqu'à la guerre de 40 pratiquement, mais un rôle intellectuel important. Son rôle politique sera assez faible, si ce n'est pendant la guerre de 14, notamment sous l'impulsion de Léon Daudet, donc fils d'Alphonse Daudet, qui va aider le gouvernement républicain de la France, de Clémenceau, pour être clair, qui va l'aider notamment à éradiquer les traîtres et les antipatriotes qui passaient des renseignements à l'Allemagne. Enfin, bon, il y a tout un dossier, et Léon Daudet va faire une spécialité d'identifier les réseaux d'espionnage, en quelque sorte, d'espionnage d'extrême gauche, qui essayaient de noyauter la France au profit de l'Allemagne. Ensuite, on a donc cette fameuse guerre de 14, qui est un grand élan patriotique. C'est un élan patriotique qui a eu donc pour origine notamment la mobilisation faite par l'Action française, faite par les milices patriotiques, faite par Desroulettes aussi, qui avait organisé des entraînements militaires dans les écoles, notamment, on nous dit, mais c'était extrêmement bien fait pour que les jeunes Français soient bien entraînés face au régime militariste allemand. En 1919, la France est une France bleu horizon, et les élections de 1919 amènent une chambre bleu horizon avec des personnalités dans lesquelles, des élus parmi lesquels beaucoup d'anciens combattants, des héros de la guerre de 14 comme Xavier Vallat ou des gens comme ça, et puis une fédération nationale des anciens combattants, une fédération nationale dirigée par le général de Castelnau, qui était l'un des prestigieux personnages de la guerre de 14. Ces années d'après-guerre vont être marquées peu à peu par la montée en puissance du communisme, puisque, vous savez, révolution bolchevique, et peu à peu, dans la France des années d'après-guerre, on voit monter au sein de la gauche française un courant de plus en plus puissant, de plus en plus virulent, qui est un courant communiste. Et on va assister peu à peu à de forts clivages entre les nationalistes, les patriotes, et les communistes. Et c'est une période, à partir de 1925, où les patriotes français sont souvent victimes d'assassinats de la part, on a oublié tout ça, mais d'assassinats de la part de militants communistes extrêmement virulents. Avec ces militants communistes, ils ont là-bas, à l'Est, ils ont le paradis. Donc le paradis a été créé en Russie, enfin en URSS, et il faut très vite étendre ce paradis. Ça rappelle quand même pas mal Ben Laden et ce qu'on dit aujourd'hui, les Ben Laden et compagnie. Sauf que c'est pas, eux, ils disent pas que c'est pour se retrouver au paradis d'Allah avec 39 vierges. C'est sympa. Non, eux, ils disent le paradis a été instauré en URSS, il y a des citoyens en or pour les travailleurs là-bas, eh bien, nous devons, ce modèle-là, nous devons l'implanter dans le monde entier, nous devons l'implanter très vite. Et il y a des émeutes communistes en France, il y a des émeutes communistes aussi aux États-Unis, il y a des émeutes communistes un petit peu dans le monde entier, en Hongrie, enfin dans tous ces pays-là, on voit émerger
oui, ça rappelle beaucoup l'époque d'aujourd'hui. Et donc les jeunes patriotes et les patriotes français, la droite française est souvent à la pointe de la résistance face à cette dynamique communiste, et beaucoup de jeunes patriotes vont payer de leur vie cette résistance. C'est aussi l'époque où vous avez la montée en puissance de mouvements comme les Croix de Feu, dont faisait partie mon grand-père, et ce sont des mouvements qui non pas sont des mouvements de droite, puisqu'ils sont pour l'autorité, pour la patrie et pour le travail. Donc je dirais qu'ils se classent plutôt à droite qu'à gauche. En même temps, ils n'ont pas de projet politique. Simplement, ils ne veulent pas de cet égalitarisme, de ce collectivisme que certains sont en train de tenter d'instaurer en France. Alors, à partir de 1926, on voit dans la droite française une fascination pour un nouveau style de gouvernement, de régime. C'est celui qui a été instauré en Italie par un dénommé Benito Mussolini. Cet homme venait de la gauche, c'était un socialiste italien, et il a évolué en ajoutant à son socialisme d'origine une notion de patriotisme qu'il a acquise pendant la guerre de 14, et il va quelque part rencontrer la sensibilité de droite parce que c'est un régime autoritaire, ce régime fasciste, c'est un régime où la valeur de travail est largement mise en avant. C'est la période du fascisme italien, et c'est la période où les trains italiens arrivaient à l'heure, vous savez. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à l'heure, et les trains français non plus d'ailleurs. Et c'est également, donc c'est un patriote, c'est un homme d'autorité, et la valeur du travail est importante. Et donc, on va avoir tout un courant de la droite française qui va être assez admiratif du fascisme italien, et on va avoir des mouvements qui vont se créer, notamment un mouvement qui va se créer en scission de l'Action française, ça va être le faisceau de Georges Valois. Ce Georges Valois qui d'ailleurs va terminer sa vie dans un camp de concentration allemand, pour dire que les choses ne sont pas simples, ne sont pas aussi simples qu'on veut bien nous dire. Mais enfin, c'est le fondateur du fascisme français, en quelque sorte, ce Georges Valois. Puis on a aussi un ancien combattant de la guerre de 14, un héros extraordinaire qui s'appelle Marcel Picard, et qui va créer les franquistes, là aussi un groupuscule fait sur le modèle italien. Alors, le problème de tous ces groupuscules français, les franquistes, le faisceau, et puis il y en a le Front franc et beaucoup d'autres mouvements, c'est qu'ils aiment bien, ils adorent, ils trouvent formidable le régime fasciste italien, mais ils voudraient tous être Mussolini, c'est-à-dire qu'ils voudraient tous, ils considèrent tous qu'ils sont, c'est bien si c'est eux qui à la tête du système, quoi. Donc ça va donner quand même beaucoup de désordre. Et vous savez aussi que le modèle italien, et bien après, a sombré dans notamment l'impérialisme, y compris l'impérialisme à l'égard de la France, puisque nous avons eu ce pied d'âme de la part de Mussolini, qui au moment où la France se trouve affaiblie sur les frontières de l'Est, va attaquer Menton, Nice, c'est quand même assez misérable de sa part. Alors, c'est dans ce contexte que vous avez aussi la situation, enfin, les émeutes du 6 février 1934. Les émeutes du 6 février 1934, elles découlent de scandales financiers, de scandales politico-financiers, comme malheureusement on en connaît tout le temps, et puis spécialement en ce moment. Enfin, à l'époque, les gens réagissaient mal quand il y avait des scandales politico-financiers. Ils réagissaient dans la rue. Ils ne se contentaient pas d'envoyer un tweet. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y avait des tweets à l'époque. Et donc, les gens étaient assez virulents. Et surtout, il y avait cette impression que dans toute l'Europe, vous aviez des régimes autoritaires qui se mettaient en place un peu partout. En Grèce avec Metaxas, en Italie avec Mussolini, en Allemagne depuis 1933 avec Hitler, au Portugal avec Salazar. Vous aviez partout ce type de régime musclé qui se mettait en place, en Pologne avec Piłsudski, etc. Alors l'Espagne c'est un peu plus tard, Francis. Ouais. Et puis la France, elle est dirigée par des radicaux socialistes qui ont tous des ventres comme des ballons de rugby, qui sont tous avec des barbes comme ça, qui prêchent l'immobilisme le plus complet,
Et puis, tout ce petit monde vit de